messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Al24 News. Vous êtes bien sur l'échiquier international. Cap aujourd'hui sur le dossier sahraoui qui refait surface, même s'il a été longtemps mis de côté ou en tous les cas on a essayé de l'étouffer d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la question sahraoui est plus que d'actualité, surtout la question des droits de l'homme dans les territoires sahraouis, mais également dans les territoires occupés et dans les geôles marocaines. Tout de suite, nous allons faire un petit cap aujourd'hui sur cette question très importante avec nos invités que nous allons découvrir dans un instant. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Nedjem Sidi, président du comité Action et Réflexion sur le Sahara occidental. Nedjem Sidi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. C'est un plaisir. Merci. Je rappelle également que vous êtes dirigeant associatif au sein de l'association franco-sahraoui. D'ailleurs, on va dans un petit instant comprendre exactement en quoi consiste votre travail sur le terrain. Nous avons également le plaisir de recevoir Jimmy Dalido, expert en questions internationales. Vous êtes également militant syndicaliste. Jimmy, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Léa, bonsoir tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Merci à vous. Alors, pour commencer, Nedjem Sidi, vous avez été auditionné auprès de députés ou à l'Assemblée nationale française pour entendre un petit peu ce que vous aviez à élaborer et surtout à développer concernant le dossier sahraoui. Pourquoi vous avez d'abord choisi d'être auditionné et surtout, qu'est-ce qui vous tenait le plus à cœur pour que vous puissiez un petit peu le communiquer concernant certains dépassements dans les droits de l'homme dans ce dossier sahraoui plus précisément? En fait, j'étais auditionné parce que j'étais invité. J'étais invité par le groupe d'études dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, par un député. Donc, voilà, on a discuté... on peut aussi citer le nom du député, si vous voulez, Nedjem Sidi, qui vous a invité. Bien sûr, le député s'appelle Jean-Paul Lecoq. Voilà. Jean-Paul Lecoq, qui est très connu, il a une position constante par rapport en fait à la question sahraoui. Du Sahara occidental, oui. Au Sahara occidental, exactement. Et puis, j'ai trouvé en fait des députés qui sont intéressés par entendre la deuxième cloche, pas que la cloche de l'autre côté. C'est-à-dire du Maroc, parce que vous savez en fait que depuis juillet 2024, Macron a envoyé une lettre exprimant que le présent et le futur s'inscrit dans la souveraineté du Maroc. Bien sûr, il n'a pas parlé du passé parce que le passé, ils savent que les Sahraouis ont un passé de résistance par rapport à la France, par rapport à l'Espagne, par rapport comment dirais-je, les pays qui ont voulu envahir le Sahara occidental. Donc, en fait, j'étais invité par ce groupe d'études et c'était un plaisir de les rencontrer, de discuter avec eux. On a discuté pas mal de sujets concernant le Sahara occidental, concernant les droits de l'homme, concernant le cadmium. Vous savez, en fait, pour les ressources sahraouies, c'est-à-dire le phosphate, il a une, comment dirais-je, il est dangereux par rapport, en fait, l'importation. La France importe beaucoup de phosphate du Sahara occidental, occupé par le Maroc. Absolument. Et donc, en fait, il y a quelques jours, il y avait une proposition à l'Assemblée nationale, c'était le 3 juin, il y avait une proposition pour réduire à 40% c'est-à-dire la gravité de ce cadmium. Ouais, exact. Le cadmium. Donc, l'OCP, il se trouve en fait en difficulté. Et donc, on a discuté de tout ça. Et puis, d'autres choses aussi, c'est la position de la France depuis un certain moment. Il a changé. Au lieu d'aider
le Maroc à être dans la légalité depuis maintenant 50 ans, c'est-à-dire l'occupation du Sahara occidental de force, et puis ce référendum qui n'arrive pas à être conclu pour que les Sahraouis puissent exprimer leur souhait. Le souhait, est-ce que c'est vraiment pour, c'est-à-dire l'autodétermination pour que le Sahraoui puisse s'exprimer librement de leur choix. Oui, très bien. Alors, on va revenir justement sur plusieurs aspects, mais avant, je me tourne vers vous, Jimmy Dalido. Alors, la question sahraoui, justement, est plus que jamais d'actualité. La question sahraoui qui est une question de décolonisation, selon, bien sûr, l'ONU, selon les droits, selon les textes internationaux, du droit international aujourd'hui. Le fait que, par exemple, là où le C24 dernièrement est reconnu comme tel, c'est-à-dire est reconnu la question sahraoui ou le dossier sahraoui comme un dossier de décolonisation, en quoi a-t-il fait, selon vous, pourquoi a-t-il fait autant de vagues auprès du Maroc qui peut-être croit que c'est une question qui est donc résolue? Écoutez, c'est une bonne question. Alors d'abord, je dirais que je trace une ligne de démarcation entre le peuple marocain et le gouvernement marocain. Le peuple marocain est un grand peuple, mais je ne pense pas que le gouvernement marocain prenne des choix politiques qui soient en cohérence avec les intérêts du peuple marocain. Et il faut le dire franchement, je vais mettre les deux pieds dans le plat, je m'excuserai de le dire très franchement, mais le gouvernement marocain a échangé le Sahara occidental contre sa normalisation avec l'entité génocidaire. Et le gouvernement marocain a maintenu ses relations diplomatico-politiques avec l'entité génocidaire, alors que le génocide contre les Palestiniens faisait rage. Et le gouvernement marocain a même été jusqu'à réprimer son propre peuple, puisque les Marocains manifestaient pour soutenir les Palestiniens. Et dans le même temps, on constate que le gouvernement marocain a été particulièrement violent contre les Sahraouis, contre la résistance sahraoui. Je pense notamment aux événements du 13 novembre 2020, lorsque du côté de Guerguerat, les Sahraouis ont littéralement été battus, ils ont subi plusieurs formes de violence organisées du gouvernement marocain, et au final, c'est à peu près 60 000 Sahraouis qui ont été déplacés vers Béchar, Tindouf, ou alors en Mauritanie. Et nous nous retrouvons face à un problème, à une contradiction entre, d'un côté, le Sahara occidental qui a été colonisé par le gouvernement marocain et qui utilise ses matières premières, pille les matières premières au Sahara occidental pour ensuite les revendre à l'impérialisme d'Occident, notamment la France et la plupart des pays impérialistes organisés au niveau de l'Union européenne. Et de l'autre côté de la contradiction, la RADS, la République arabe démocratique sahraoui, qui est légitime, qui devrait être légitime et qui devrait trouver sa légitimité morale et diplomatico-politique dans l'arène internationale. Et je crois que cette contradiction, elle est antagoniste et inconciliable, et je pense que c'est les différents peuples qui peuvent devenir l'arbitre du match. Très bien. Nedjem Sidi, finalement, donc je disais que plusieurs aspects ont été traités, que vous avez exposé également plusieurs aspects concernant ces droits de l'homme qui ne sont pas respectés vis-à-vis du peuple sahraoui sous occupation. Lorsque Dakhla devient une capitale pour faire des expositions, alors que c'est une région qui est donc sous occupation, celle des Sahraouis, lorsque par exemple des contrats sont signés dans certaines régions du Sahara occupé, lorsque les prisonniers dans les geôles marocaines sont en train de subir les pires sévices et la torture, donc tous les dépassements des droits de l'homme, alors que personne n'en parle. Et d'ailleurs, dernièrement, le prisonnier Narma Asfari de Gdeimizik aurait tenu une grève de la faim pour protester contre les conditions exécrables de détention, de sa détention, mais également de la détention des plusieurs prisonniers de Gdeimizik. Que faut-il penser de ça, Sidi Nedjem?
Oui, voilà, en fait, il y a une chose que je ne peux pas laisser passer parce que Oui, mon collègue, en fait, Pemdo, il a parlé de 60 000 qui sont venus, c'est-à-dire à Tindouf et à Bachar. Non, non, en fait, les Sahraouis, en 75, ont fui les bombardements, bien sûr, des avions marocains et autres. absolument, Je oui. pense que voilà, et avec le napalm, avec le phosphore qui sont interdits internationalement. Donc ça, en fait, on ne peut pas laisser passer ceci. Vous avez Euh, oui, allez-y. Merci pour la précision, oui. voilà, voilà. Et puis donc, en revenant en fait à la grève entamée par notre collègue et ami Naama Asfari et les autres en fait qui sont dans les prisons marocaines, que ce soit à Kanitra, Aït Melloul et à Abizakan. Ceci, en fait, cette grève, il a fait cette grève, en fait, pour en fait, déjà signifier que, normalement, il y a des organisations qui ont dit qu'il doit être libéré, avec, bien sûr, les autres prisonniers politiques sahraouis, parce que, normalement, il était, en fait, emprisonné arbitrairement. Donc, en fait, il doit pas être en prison maintenant. Voilà. Ouais. Oui, donc finalement, ce n'est pas la première fois non plus que les prisonniers de Gdeim Izik entrent en grève de la faim en guise de protestation ou en forme de protestation. D'abord par rapport à cette détention arbitraire, bien sûr, avec une parodie de soi-disant procès, parce qu'on sait très bien comment ils se sont retrouvés en prison et avec quelle machination juridique. Il y a également, donc je disais, ce n'était pas la première fois, mais il y a également ces dépassements des droits de l'homme concernant la question sahraoui. Aujourd'hui, Jimmy Dalido, je disais que le fait que la question sahraoui soit considérée jusqu'au moment où on se parle comme une question de décolonisation, cela veut dire que cette question ne peut être résolue que par les voies qui ont été dès le départ stipulées par les Nations Unies et par le droit international. Pourquoi voudrait-on aujourd'hui que cette donne change ? Parce qu'effectivement, théoriquement parlant, oui, c'est ce qui devrait être. Le problème, c'est que nous avons des instances internationales qui utilisent une stratégie que l'impérialisme connaît bien, qui est la stratégie de deux fers au feu. Et la stratégie de deux fers au feu, c'est tout simplement le fait d'affirmer une position de principe, mais dans le même temps d'affirmer une autre position de principe qui est contraire à la première. Ça vous donne deux portes de sortie possibles dans le cas où vous vous retrouvez en perte de cadence politique, en fait. Concrètement, on l'a vu, hein, je crois qu'il me semble que c'est la résolution 1803 des Nations Unies qui avait encore une fois réaffirmé le fait que ce qu'il se passait dans le Sahara occidental n'était pas normal. Ce fameux référendum, effectivement, que nous attendons toujours. Et alors, oui, effectivement, ça a été réaffirmé par les Nations Unies, mais dans le même temps, on attend toujours que ça se fasse. Alors, on constate que les Nations Unies sont très rapides pour intervenir dans certains pays du continent africain lorsque la résistance anti-impérialiste et anticolonialiste s'organise. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire respecter un référendum, elle est plus que lente et nous attendons toujours. Et ensuite, je dirais que je pense que l'élément qui va permettre d'apporter en tout cas des prémices de réponse, c'est le contexte géopolitique et géostratégique. Oui. Pour la simple bonne raison, et il faut reprendre les propos de Xi Jinping, le dirigeant chinois, et qui affirmait à juste titre, et qui disait que le droit international n'existait plus et que c'était la loi de la jungle qui était revenue. Et lorsque les guerres impérialistes se déclenchent, effectivement, c'est la loi de la jungle qui prime. Et le nouvel ordre mondial multipolaire prend forme et il est en train de changer. Et la question reste à savoir quelle position prendra le gouvernement marocain. Est-ce qu'il prendra la décision de conserver cette posture colonialiste, ou est-ce qu'il va prendre la décision d'adopter une posture rationnelle et enfin de reconnaître que la RDS existe et que le peuple sahraoui est chez lui.
Nous le verrons. Je pense notamment à l'Espagne. Vous savez, la position de l'Espagne peut changer. J'appellerai que l'Espagne a rencontré Xi Jinping et plusieurs dirigeants de gauche plusieurs fois, et c'est pas impossible que sur le long terme, l'Espagne devienne un pôle multipolaire. Et si l'Espagne devenait un pôle multipolaire en Europe, peut-être qu'il ouvrirait la porte à de nouveau un nouveau rapprochement diplomatique avec, en tout cas concernant, il adopterait une nouvelle position concernant le Sahara occidental. Oui, très bien. Finalement, Najem Sidi, j'allais dire que vous avez quand même eu plus à intervenir sur les médias français. Vous avez parlé du fait que aujourd'hui, par rapport au Sahara occidental, le gouvernement français qui décide donc de s'aligner sur les États-Unis et donc sur une certaine option qu'on appellerait le plan donc d'autonomie, que vous regrettiez également le fait qu'aujourd'hui la France se positionne d'une telle manière et qu'elle change carrément de cap, elle, en tous les cas, qui a toujours été garante ou qui, à un moment donné, se faisait aussi le défenseur des droits de l'homme, surtout concernant la question et palestinienne, mais surtout sahraoui. Qu'est-ce qui a changé, voilà, j'allais dire. Qu'est-ce qui a changé depuis le Pegasus? Je pense qu'il y a un changement, un grand changement, parce que en fait, le président français depuis le début et en fait depuis qu'on a envoyé des lettres à Monsieur le président français Macron, il nous a répondu comme quoi en fait il soutient une solution mutuellement acceptable qui permet l'autodétermination du peuple sahraoui. Mais depuis en fait le Pegasus, c'est-à-dire ce programme qui a espionné en fait le téléphone du président et d'autres, et même le Premier ministre et d'autres personnalités espagnoles aussi, celle du ministre Pedro Sanchez et puis la ministre de la Défense. Depuis ce jour-là, tout a changé. Donc il y a quelque chose, moi je lis pas dans le cristal, mais il y a quelque chose qui a fait une pression sur Pedro Sanchez, donc le Premier ministre espagnol, et puis le président français, qui ont changé latéralement en fait leur position par rapport au Sahara occidental, et ils disent, c'est surtout Macron, il a envoyé une lettre comme quoi il s'inscrit c'est-à-dire le Sahara occidental s'inscrit dans la souveraineté du Maroc. Et il y a une chose aussi qu'on ne peut pas omettre, c'est que le droit international, s'il existe, bien sûr j'ai entendu Dalido qui dit c'est vrai que c'est une jungle maintenant, que le droit international n'existe plus, mais il est toujours là, parce que Demis Mistura, en fait, qui vient de faire une tournée dans la région, surtout il a commencé par les campements. Les territoires. Exactement. Des réfugiés. Des réfugiés, les camps des réfugiés sahraouis. Il a rencontré pas mal de personnalités. Il a rencontré le président sahraoui Ibrahim Ghali. Il a rencontré en fait, bien sûr, d'autres associations sahraouies et la société civile. Il a rencontré pas mal de gens. Et donc tout ça pour discuter, pour essayer c'est-à-dire de trouver une solution par rapport à ce qui est dit dans ce qu'on appelle dans la résolution 2797, et ceci en fait, c'est-à-dire dans le respect du droit international et dans le respect aussi de la volonté du peuple sahraoui. Donc le Front Polisario, il a dit franchement qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, celle de la volonté du peuple sahraoui à décider de s'en venir tranquillement sans être inquiété des pressions d'ailleurs. Oui, comment vous interprétez ou comment vous lisez surtout cette visite de Demis Mistura justement dans les camps de réfugiés, lui qui avait dit, je crois en substance, que la question est restée une question donc de décolonisation en substance bien sûr. Moi je dirais en fait que c'est une bonne chose pour répondre aux autres qui ont dit que c'est fini, que tout est fini, que seul le dossier est classé.
Exactement, mais c'est toujours, en fait, depuis le début, depuis le règne de Hassan II, ils ont dit que c'est une semaine et tout le dossier sera classé, et on est toujours là. En fait, les 50 ans de la République sahraoui, donc, qui a été en fait annoncé le 27 février 1976, et que aussi, en fait, que ce dossier-là, il existe et que les Nations Unies, ils sont toujours là parce que l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, il visite les campements, la République sahraoui en exil, et puis ça montre en fait que ce dossier-là, il est toujours au sein des Nations Unies. Sur la table, donc, oui. Exactement, sur la table des Nations Unies, et pas celui qui essaye c'est-à-dire de changer le cap pour dire que c'est le plan d'autonomie qui sera. Mais il y a une chose aussi que je pourrais brièvement, dire. monsieur Ossidi. C'est une option, en fait. Le plan d'autonomie, les Sahraouis ont accepté, vraiment, ils ont accepté toutes les solutions sur la table. Oui. Mais il faut aussi mettre aussi l'autodétermination, parce que sans l'autodétermination, on ne peut pas parler d'autre chose. L'autodétermination du peuple sahraoui, c'est la ligne rouge. Voilà. Donc, c'est bien ce que vous dites, parce que peut-être que d'autres croient que le Sahara n'accepte pas la négociation. Donc, Jimmy Dalido, juste pour conclure en 2 mots avant la fin de cette émission. Jimmy ? Oui, juste pour, je dirais tout simplement que ce qui est légal n'est pas forcément moral. Et parfois, ce qui est illégal n'est pas forcément immoral. D'ailleurs, la résistance, les différentes résistances anti-impérialistes et anticolonialistes, souvent sont illégales et pourtant elles sont morales. Et elles sont légitimes. C'est ce qu'a été la résistance du peuple sahraoui. Mais je pense que c'est aussi de notre devoir, c'est une solidarité de classe, de nous, les différents peuples qui sont en résistance, de les aider à s'installer convenablement dans leur propre pays. Merci beaucoup, Jimmy Dalido. Merci. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales. Vous êtes également militant syndicaliste. Merci à Nedjem Sidi, président du comité Action et Réflexion sur le Sahara occidental. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.